Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Dans notre émission du 10 décembre 2013, nous recevions Yves Lenoir, président de l'association Les Enfants de Tchernobyl-Bélarus, pour parler de l'état sanitaire des populations touchées par la contamination radioactive après la catastrophe de Tchernobyl. Aujourd'hui, nous avons décidé de le réinviter afin de repréciser cette notion de faible dose. Bonjour Yves Lenoir, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Bonjour. Est-ce qu'on entend bien les uns les autres parce qu'on a fait Je vous entends, oui, je vous entends. Si vous m'entendez, tout va bien. C'est parfait. Donc le sujet des faibles doses est crucial car la négation de leurs effets sur la santé par les instances internationales de radioprotection se révèle en fait bien pratique quand il s'agit de ne pas évacuer des populations, de ne pas distribuer de pastilles d'iode ou de faire revenir des populations sur des territoires contaminés. Nous nous interrogerons également sur le suivi sanitaire des populations après la catastrophe de Fukushima et en particulier sur le rôle joué par l'AIEA, Agence internationale à l'énergie atomique. Alors pour commencer et peut-être pour bien comprendre ce qu'on peut appeler des faibles doses dans le domaine de la radioactivité, je me demandais si on pouvait au préalable définir ce qu'était une forte dose. Est-ce que par exemple les doses administrées pendant une radiothérapie peuvent être considérées comme des fortes doses ? Est-ce que les victimes de Hiroshima et Nagasaki ont été soumis à des fortes doses ? Et puis une fois qu'on aura défini ça, peut-être on tentera une définition des faibles doses, si ça vous convient. Oui, c'est parfait. Bon. Oui. Mais écoutez, on va commencer tout de suite par les fortes doses. Effectivement, une radiothérapie, c'est fait pour tuer des cellules, donc, et tout de suite, très vite. Donc, ce sont des fortes doses. Hiroshima et Nagasaki, les deux flashs atomiques, ont produit des doses très élevées. Et ces doses ont pour effet de vous tuer les personnes qui sont exposées au-delà d'un certain niveau d'exposition en quelques jours, voire moins évidemment si vous êtes très près du point zéro, avec des effets cliniques très très impressionnants et très épouvantables. Alors, les faibles doses sont considérées par les gens qui s'occupent de ces questions de radioprotection comme celles qui ne provoquent pas d'effets cliniques. C'est-à-dire qu'on observe rien dans l'immédiat ou dans le proche immédiat. La distinction est évidemment délicate parce que entre des doses qui vont vous tuer ou vous rendre malade et qui vont nécessiter un soutien important pour que vous n'en mouriez pas, et des doses qui ne manifesteront pas grand-chose, sauf peut-être plus tard, il y a évidemment des variations. Alors, à Hiroshima et Nagasaki, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les physiciens qui avaient fabriqué la bombe s'imaginaient, et avaient fait admettre par tout le monde, que tous les gens qui devaient mourir seraient morts en quelques semaines, au pire, au plus tard, disons. Et ils ont été très surpris. Ils ont vu des gens qui survivaient et rien n'était prêt. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu un système d'observation, enfin tout un protocole d'observation avec la logistique nécessaire. Si bien qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'au début de 1947 pour créer un centre d'observation et éventuellement de traitement des personnes qui n'étaient pas encore mortes, mais qui étaient visiblement atteintes par les radiations. Alors, le problème dans ces histoires-là, c'est que les idées préalables ont la vie dure.
Et les responsables de la radioprotection, qui sont historiquement issus des milieux de la radiothérapie, de la radiobiologie, de la radiologie, ou qui sont des biologistes qui se sont spécialisés, ou des médecins qui se sont spécialisés, ces gens-là ont une appréhension clinique des effets des radiations. Et pour eux, quand on est au niveau des très faibles doses, qui sont des doses qu'on pourrait appeler environnementales, des faibles doses, qui sont des doses qu'on peut attraper quand on vous fait un scanner, ou bien quand vous passez près d'une source radioactive qui n'est pas très bien blindée, pour eux, ces doses-là, n'ayant pas d'effet immédiat, sont considérées comme négligeables. Et l'ont été très longtemps. Voilà le problème. Alors, ensuite, si vous voulez, on peut distinguer deux types de faibles doses, mais on y reviendra à propos de Fukushima plus en détail. Oui. C'est les faibles doses externes et les faibles doses internes. Mm-hmm. Autant on a beaucoup d'informations maintenant, c'est les études les plus récentes qui sont véritablement décisives datent de seulement quelques années, ou voire de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans, sont des études qui montrent qu'il y a même des doses ultra faibles qui sont de l'ordre de grandeur de ce que l'on reçoit naturellement, ont des effets mesurables. En particulier sur une maladie assez fréquente, disons la leucémie infantile. Et comme toujours avec la radioactivité, plus les organismes sont jeunes, c'est-à-dire plus leur taux de croissance et de reproduction cellulaire est élevé, et plus le risque plus les risques de la radioactivité sont importants. Chez des adultes ou chez des personnes plus âgées, les effets sont beaucoup moins dangereux. D'accord. Alors ça veut dire que il y a toujours eu, enfin, on avait discuté de ça en préparant la dernière émission, c'était une controverse historique entre les cliniciens et les généticiens, c'est-à-dire que à partir du moment où où on considère qu'il n'y a pas de signe clinique, on conclut, les médecins en tout cas, concluent qu'il n'y a pas d'effet négatif et donc ni qu'il puisse y avoir des dommages sur le génome. C'est ça, si j'ai bien compris. Alors c'est un tout petit peu différent. Les idées sont un tout petit peu différentes. C'est vrai, les généticiens sont intervenus un peu plus tard dans l'information, disons, scientifique sur ces questions-là. Les cliniciens ont comment dire, pris le devant, et dès 1920, il y avait des publications qui parlaient même d'hormésis, c'est-à-dire qu'on disait finalement la radioactivité, ça va vous renforcer, et on vendait des fioles de radium comme fortifiant. Bon. En 1927, Hermann Müller, un généticien allemand émigré aux États-Unis, a démontré avec des drosophiles que la radioactivité faisait muter, et donc il pouvait y avoir des malformations. Il se trouve que juste avant-guerre, au début des années 40, tout début des années 40, avant même le lancement du Manhattan Project, donc le projet de la bombe atomique, les généticiens étaient déjà un peu sur la touche. C'est-à-dire que les responsables de la radioprotection, qui étaient issus des milieux dont j'ai parlé, radiothérapie, radiobiologie, etc., avaient fait valoir que, franchement, les craintes qu'on pouvait avoir, vu les doses doublantes qui étaient nécessaires pour les mouches, c'était tout à fait des craintes tout à fait injustifiées. Et donc, ils avaient fait valoir ce point de vue. Après Hiroshima et Nagasaki, on a lancé, malgré tout, une très grande étude et très coûteuse à Hiroshima pour étudier les taux de malformation. Cette étude a été mal menée pour des raisons qui sont socio-culturelles, et c'était même prévu parce que la cohorte des personnes qui pouvaient avoir des enfants était relativement faible, et donc il était difficile d'en tirer des statistiques. Et comme cette étude a été mal menée, c'était un véritable fiasco scientifique. Seulement, ça n'a pas été reconnu, et on a dit, il faut bien arriver à avoir justifié l'étude, donc il n'y a pas d'effet. Et les généticiens, à ce moment-là, ont été mis sur la touche. Ils avaient quasiment perdu la partie, et ça s'est confirmé ensuite, si bien que toute la radioprotection institutionnelle est issue de la victoire des gens qui ne jurent que par les effets cliniques. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La génétique a finalement perdu la partie pour ce qui concerne l'appréhension des problèmes et les risques que peuvent présenter les faibles doses. Et après Tchernobyl, alors là, maintenant, nous avons des informations scientifiques, même après Fukushima avec l'histoire des papillons qui mutaient, on a des informations scientifiques qui montrent
à l'évidence qu'il y a un problème génétique extrêmement grave et qui est totalement ignoré dans les textes concernant les recommandations de protection, ou bien qui sont écartés par l'instance scientifique internationale qui s'appelle l'UNSCAR, qui est basée à Vienne. Est-ce qu'on peut peut-être faire que vous nous expliquiez une étude qui a été réalisée sur des campagnols après Tchernobyl et qui montre bien, étude d'ailleurs dont les fonds ont été arrêtés, hein. Et je pense que ça montre bien les conséquences sur l'hérédité. Oui, alors tout à fait, tout juste après l'accident de Tchernobyl, le laboratoire de sûreté génétique de l'Académie des sciences de Minsk, dirigé par le professeur Rosa Goncharova, a lancé une grande étude sur les effets génétiques des retombées de l'accident de Tchernobyl. Et elle a choisi des animaux qui sont sédentaires, donc des campagnols roussâtres, des petites bêtes qui restent dans un périmètre relativement limité. Elle a sélectionné cinq endroits où les collecter pour les observer. Certains dans des zones quasiment propres, d'autres dans des zones faiblement contaminées, et puis les trois endroits les plus proches de la centrale sont alors là avec des niveaux de radioactivité relativement élevés. Et elle a donc... alors, l'avantage du campagnol roussâtre, c'est qu'il fait 2 portées par an. Donc, une étude qui dure comme la sienne environ 11 ans permet de tester 22 générations, ce qui à l'échelle humaine représente plusieurs siècles. Donc, on a une idée maintenant de ce que peut provoquer sur le système de la multiplication cellulaire, hein, lors de la mitose, ce que peut provoquer des faibles doses dues au césium, incorporé, mais aussi à la radioactivité de l'environnement, puisque le césium est aussi, vous irradie aussi de l'extérieur. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est que, premièrement, au fur et à mesure que la radioactivité a baissé, parce qu'elle a beaucoup baissé depuis l'accident, le taux d'aberration chromosomique lors de la multiplication cellulaire ne fait qu'augmenter. Donc, il y a un effet de transmission de la mère à l'enfant qui accroît le taux d'instabilité. Et des mesures en laboratoire l'ont prouvé. Elle a pris des rats, elle les a mis en laboratoire pour étudier lors de la mise bas quel était le taux d'aberration chromosomique du petit par rapport à la mère. Et elle a observé des taux plus élevés de façon statistique absolument indubitable. Autre point très important, c'est que bien qu'il y ait des écarts de l'ordre de 1 à 1000 entre les expositions de ces petites bêtes, suivant les 5 sites dont j'ai parlé, eh bien, les taux d'aberration chromosomique sont très proches. Et aussi bien dans les sites peu exposés que dans les sites très exposés, bien entendu, on observe cette augmentation régulière du taux d'aberration chromosomique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un taux d'aberration chromosomique? C'est ça qu'il faut maintenant essayer d'interpréter. Oui. Eh bien, ça veut dire une plus grande chance d'avoir une mutation défavorable. Et il y a dans un autre papier de Rosa Goncharova une étude qui évalue, par exemple pour la trisomie 21, le risque de trisomie 21 en fonction du taux d'aberration chromosomique. Et très clairement, ce taux de trisomie 21 augmente lorsque le taux d'aberration chromosomique augmente. C'est-à-dire que là, on est en train de parler vraiment de l'ADN. On va les radioéléments qui vont casser en fait Attention, il ne faut pas confondre une atteinte directe à l'ADN à une atteinte périgénétique. C'est tout à fait nouveau. Maintenant, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des mécanismes de transmission, ce qu'on appelle d'instabilité génomique, qui sont indépendants de l'atteinte du génome. C'est lié à une espèce de mémoire de tout un matériel cellulaire complexe qui pilote la mitose. D'accord. Là, avec l'expérience sur les campagnols, on montre en fait que ça se transmet de génération en génération et que même ça empire. Oui. Ça empire. Oui. Je crois même que malheureusement, oui, ça empire, comme je le dis, ça empire. Oui. Et malheureusement, nous voulions financer une étude pour Rosa Goncharova, une étude pour faire une transposition à l'homme
de cette observation sur les campagnols. Alors avec les hommes c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut faire des prélèvements de sang à l'hôpital, il faut vite transporter le sang collecté au laboratoire pour qu'il soit encore vivant et qu'on puisse observer la multiplication cellulaire, etc., etc. Et cette étude aurait coûté 170 000 € sur 3 ans, ce qui est une misère quand on pense au coût des études en Europe occidentale, dans nos pays. Eh bien, il a été impossible de trouver un financement en France. La Fondation de France a soumis à ses experts qui ont dit que l'étude n'était pas pertinente. Et donc, nous en sommes à ce point-là, c'est qu'il n'est pas pertinent d'étudier l'instabilité génomique sur la race humaine. Oui, c'est pratique, en fait. Oui, comme vous dites. C'est tout à fait inquiétant. C'est vraiment... Alors, donc, en fait, les autorités internationales se basent sur une notion de dose moyenne acceptable. Hein. C'est le 1 millisievert par an, le 20 millisievert par an, voire pour certains 100 millisievert par an. Alors, cette dose, en fait, ça prend pas en compte ce dont on vient de parler. C'est une espèce de dose... Non, cette dose-ci, elle prend tout en compte normalement, si vous voulez. Oui. Simplement, historiquement, dans la grande bagarre entre les généticiens et les cliniciens, on est arrivé à un accord, une espèce de compromis dans les années 50, que les radiations, finalement, pouvaient provoquer 2 types de dommages, les cancers, à faible dose, bien sûr, on ne parle pas des fortes doses, les cancers et les mutations génétiques. Et il y a une raison tout à fait, historique, c'est que c'est à cette époque-là qu'on a commencé à suspecter que les cancers pouvaient avoir une origine de mutations somatiques. Hein? Donc, puisqu'il y avait des mutations génétiques avec les mouches, il pouvait bien y avoir des mutations somatiques chez les hommes. Et à partir de là, les deux seuls effets reconnus des faibles doses dans les textes internationaux, c'est les cancers et les mutations. Mais à des taux tellement bas qu'ils sont indiscernables dans la masse des malformations chez les nouveau-nés et dans la masse des cancers dans les populations. Et de ce fait, l'idée, c'est qu'on a beau observer, on ne verra rien. Et c'est devenu une espèce de mantra, hein, et on le voit dans les textes qui suivent, dans les textes officiels, hein, qui suivent Tchernobyl, les études. Oui, il pourrait y avoir des cancers, mais sauf la thyroïde, parce qu'ils ont pris plein d'iode. Et alors là, on est au niveau des fortes doses. Quand vous prenez les nuages d'iode dans la figure, la thyroïde concentre l'iode radioactif, et la thyroïde prend une forte dose. Donc c'est tout à fait différent d'une dose environnementale à ce moment-là. Il y a un effet de concentration par l'organisme qui fait que les cancers de la thyroïde sont attendus. Et on a focalisé toutes les informations, toutes les études et tous les investissements pour s'occuper de la thyroïde, des cancers de la thyroïde, des affections thyroïdiennes après Tchernobyl, par exemple, comme on le fait maintenant après Fukushima. Alors voilà, donc on va passer un peu à Fukushima. Donc aujourd'hui à Tchernobyl, il y a 2 millions de personnes qui vivent en territoire contaminé, hein, dont 500 000 enfants. L'Académie des sciences de New York a fait paraître un rapport où on parle d'un peu moins d'1 million de morts en 20 ans, hein, il me semble, en Europe. Oui, mais ça c'est pour l'ensemble. Pour l'ensemble de l'Europe, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut tirer de l'expérience de Tchernobyl, hein, de ce nombre de victimes, de morts, est-ce qu'on peut tirer de cette expérience quelque chose qui soit applicable à Fukushima en nombre de victimes, sachant que effectivement on est déjà sur des taux de cancer de thyroïde des enfants qui explosent la normalité, quoi. Alors, je pense que c'est délicat. Premièrement, la plupart des morts de Tchernobyl se trouvent dans la cohorte de liquidateurs. Mm-hmm. Même si ce n'est pas reconnu, les statistiques des différents gouvernements, celles qui sont ouvertes, c'est-à-dire celles de Biélorussie, celles d'Ukraine, ou bien les statistiques pas les statistiques, les listes de morts sur les monuments aux morts des républiques d'Asie centrale, par exemple, montrent bien que beaucoup de liquidateurs sont morts dans les années qui ont suivi leur intervention sur le site. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à Tchernobyl, c'est plutôt la morbidité qu'il faut regarder, l'état de santé de la population, et en particulier des enfants. Eh bien, il se trouve que, alors que 80% des enfants étaient en bonne santé, que ce soit en Ukraine ou au Bélarus, avant l'accident,
aujourd'hui, 80% des enfants sont en mauvaise santé, c'est-à-dire qu'ils ont des infections, ils doivent faire des séjours à l'hôpital, et ça se dégrade d'année en année. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de terme à cette dégradation. La cause n'est probablement pas l'irradiation externe, parce que quand on regarde le niveau d'irradiation externe dans les régions où ces gens-là sont maintenus, c'est de l'ordre de, disons, 1 à 2 ou 3 millisieverts par an au grand maximum. En revanche, ce sont des populations assez pauvres qui vivent beaucoup des produits de la nature, ou bien de leur potager. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les champignons, les baies, le gibier, la pêche ou le potager. Donc ça, c'est de la contamination interne, en fait. Voilà, interne. avec le cumul. Alors, est-ce que c'est applicable à Fukushima ou alors d'abord, premièrement, on a beaucoup de difficultés à établir des relations de cause à effet parce que l'argent manque, les crédits ont été coupés pour des raisons qui sont liées au fait que ça coûtait trop cher, et donc on ne peut pas relier les maladies des enfants à un taux de contamination interne puisqu'ils ne sont pratiquement plus mesurés, sauf par Belrad. Et les enfants que suit Belrad n'ont pas comment dire, on ne croise pas les informations sur leur santé avec celles sur leur contamination interne, parce que Belrad n'a pas le droit de faire d'enquête de santé. Il n'a le droit que de mesurer la radioactivité interne. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'information scientifique de base, pour une simple appréciation empirique de la relation dose-effet, se révèle impossible. Et alors, comment est effectué le suivi Je m'excuse d'insister parce qu'il ne nous reste pas trop de temps. Comment est-ce que le suivi sanitaire, par exemple, est effectué sur les populations à Fukushima, sur les enfants? Qui est-ce qui suit ça? À Fukushima, vous avez des populations qui pratiquement mangent une nourriture relativement propre, mais qui sont plus exposées, parce que le gouvernement japonais a décidé de le maintenir dans un environnement plus radioactif. Donc c'est un cas de figure qui est très différent de celui de Tchernobyl. On est devant une espèce d'inconnu. Qu'est-ce que vont provoquer ces doses relativement élevées par rapport à celles que subissent les enfants en doses externes, les enfants de Tchernobyl, comment va évoluer l'état de santé des enfants de Fukushima. Autre point important, c'est qu'ils ont quand même pris le nuage radioactif. Donc ils ont la thyroïde qui a concentré de l'iode radioactif. Et déjà, il y a environ 30 ou 40 cancers qui ont été opérés, c'est-à-dire presque 100 fois le taux normal de cancer dans une population de cette importance. Donc ça laisse supposer que pour les autres pathologies, on va suivre... On ne sait pas, parce qu'il y a peu de contamination interne due au césium, du fait que leur nourriture, c'est une population, disons, beaucoup plus moderne, donc qui achète sa nourriture dans des supermarchés, qui ne va pas à la chasse, qui ne va pas chercher les champignons dans la nature, et qui est plus discipliné. Si on lui dit de ne pas y aller, il n'ira pas. Très probablement. Donc, pour l'instant, moi, je pense, c'est une hypothèse personnelle, que ça va évoluer d'une façon probablement différente et qu'il faut être prêt à des surprises. Désagréables. Oui. Alors... Ce seront peut-être bonnes ou mauvaises, je ne sais pas lesquelles, mais il y aura sans doute des surprises. Alors, que fait l'Agence internationale à l'énergie atomique à Fukushima, puisqu'on a vu qu'en décembre 2012, on va essayer de faire rapidement, malheureusement, mais c'est un point important. En décembre 2012, ils ont signé, l'AIEA a signé un accord avec la faculté de médecine de Fukushima. En 2013. Je crois que c'est décembre 2012. Mais, le dernier accord, ce qui s'appelle le practical arrangements, les petits arrangements entre amis, moi j'appelle ça. Peu importe la date. Sur le fond du problème, que fait l'AIEA à Fukushima? Alors, d'abord, elle remplit sa mission, qui est de respecter les termes de la Convention d'assistance qui a été signée après Tchernobyl, c'est-à-dire elle coordonne l'ensemble des interventions des différents acteurs nationaux et internationaux. Elle le fait dans un contexte qui a été au départ, et c'est ça qui m'a un peu impressionné, qui a été d'une demande de la population. Les gens avaient tellement peu confiance dans le gouvernement qu'ils étaient finalement contents que ce soit l'Agence pour l'énergie atomique qui coordonne les choses et s'occupe des choses. Alors c'est quand même assez étrange de voir cette perte de souveraineté assumée ou acceptée par les populations. Alors, les points les plus embêtants dans cette histoire, c'est que ça reste des accords de nature quasiment privée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prévu
pour que le public puisse aller mettre son nez dans ce qui va se passer. Dans leurs échanges, dans ce qui va être collecté comme information, les conflits éventuels qui vont apparaître entre les régulateurs japonais et l'Agence pour l'énergie atomique. Et tout ça est extrêmement embêtant, d'autant plus que l'Agence, là-dedans, elle est juge et partie, puisque son rôle, c'est quand même de sauver l'image de marque de l'énergie atomique. Alors, ça c'est un point qu'on abordera. Mon Dieu, que cette demi-heure passe vite. Alors, en conclusion, je voulais. On était en septembre de l'année dernière, je crois que c'était septembre, à une conférence à Paris sur l'impact des faibles doses par le professeur Matsui, qui est pneumologue, je crois, au Japon. Oui. Et Matsui, je vais juste conclure par ce qu'il a dit. Si on a compris les risques sanitaires, alors il faut arrêter le nucléaire tout de suite. Je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez. Non, bien sûr. Le problème, si vous voulez, pour moi, c'est encore pire. C'est que les gens qui font la promotion et le développement des installations atomiques et qui contiennent tant de radioactivité, en cas d'accident grave, on se trouve dans une situation de guerre. Actuellement, au Bélarus, il faut reconnaître que le pays est dans une situation, pour ce qui concerne les retombées, post-guerre atomique. C'est comme si on avait mené une bataille atomique sur le territoire. Parce que la matière radioactive qu'a laissé échapper le réacteur, c'est environ 200 à 500 bombes atomiques, comme quantité de retombées. Et on voit bien que à ce moment-là, vous avez un ennemi qui a gagné la partie, puisqu'il est partout. Et on n'arrive pas à le déloger, c'est la radioactivité. Donc les gens qui promeuvent l'énergie atomique et son usage, et qui développent des réacteurs de cette importance-là, font que sur votre territoire, vous avez votre ennemi qui est là, dans des chaudrons, plus ou moins étanches, et le jour où ça pète, eh bien l'ennemi sort et vous conquiert le pays. Donc ce sont des traîtres. Et les traîtres à la patrie, en général, on les passe en justice. Et je pense que tous ces gens-là, quels qu'ils soient, et ça fait du monde, devrait passer en justice. Bon, parfait. Je vais redonner. Donc, on redonne les. On n'a peut-être pas le temps. Mais enfin, le site de votre association, je vous le trouverai sur tous les bons moteurs de recherche. Les enfants de Tchernobyl, Bélarus. Toutes sortes d'informations. Il y a des films, des textes. Et je voudrais. En particulier, vous avez écrit un texte très récemment que vous allez retrouver sur le site de l'association qui s'appelle, je crois, Exposé, Yves Lenoir, ENS de Lyon. C'est tout récent et c'est très intéressant. Et notre blog, je fais quand même un peu de pub pour nous, notre blog collectif antinucléaire 13.wordpress.com où vous pouvez retrouver toutes nos émissions de radio depuis 3 ans. Je vais remercier Sidi à la technique et merci beaucoup Yves Lenoir et à bientôt. Bon courage. Merci à vous, à bientôt aussi. Merci, au revoir. Au revoir.